Bien, bonjour à tous. Bienvenue. La prochaine fois, venez vous asseoir devant un peu là. Guillaume, Martin, Léonie, il y a plein de places. Sinon, je dois crier pour vous parler. Donc, on reprend aujourd'hui cette quatrième séance de notre cours d'introduction à la philosophie du langage. Et on était dans la deuxième partie de ce cours qui porte sur la sémantique, le rapport entre le langage et le monde. Grand chapitre de la sémantique, c'est les théories de la vérité. On a vu la principale théorie de la vérité la dernière fois, qu'on appelle la théorie de la vérité correspondance, celle qui nous dit qu'une proposition est vraie si elle correspond à un fait dans le monde. On a vu la grande objection de Frege à cette théorie, vous vous souvenez, qui dit comment est-ce que vous voulez qu'une phrase linguistique corresponde à quelque chose dans le monde, c'est des choses d'un genre différent, il n'y a pas de ressemblance entre les phrases, les énoncés, les propositions d'un côté et des faits du monde de l'autre côté. Et on a vu la réponse de Russell et Wittgenstein à cette solution. Est-ce que vous arrivez à... Quelqu'un se souvient? Que répondent à cette objection? Pardon, que répondent Russell et Wittgenstein à cette objection? Pas de ressemblance possible. Donc Frege dit pas de ressemblance possible entre les propositions et le monde. Quelle est la réponse de Gottlob et Ludwig? Allez-y. Oui. Isomorphisme. Isomorphisme, exactement. Isomorphisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure de la proposition correspond à la structure du monde. En gros, dans la proposition, vous avez une structure avec un sujet et un prédicat. Et bien, à cette structure correspond dans le monde la structure entre une substance d'un côté et une propriété des substances de l'autre. Si je dis la coccinelle est rouge, la coccinelle c'est le sujet et rouge c'est le prédicat, cette phrase elle est vraie à condition que le mot la coccinelle réfère à un objet dans le monde, la coccinelle, et que cet objet exemplifie en effet la propriété d'être rouge. C'est une belle théorie, très facile, et ça a l'air de marcher très bien. Alors, ça c'est la première théorie de la vérité correspondance. Elle a un certain coût. Ça suppose qu'on admette des faits dans le monde, ça suppose qu'on admette une certaine structure ontologique dans le monde, et on a un certain nombre de philosophes qui ont dit non, nous on trouve que c'est une théorie trop métaphysique de la vérité. On trouve qu'elle est trop lourde parce qu'on doit s'aventurer très, très loin dans le monde pour arriver à rendre sens de cette théorie-là. Donc on a envisagé une seconde théorie de la vérité, la théorie de la vérité cohérence. J'ai commencé par là par les diapos, mais en fait on l'a déjà vu, donc je vais passer vite. Que dit la théorie de la vérité cohérence? Elle dit qu'une proposition est vraie si elle est cohérente avec un certain système de croyances. Ça peut être le système de croyances d'un groupe, de toute l'humanité, peu importe. On a vu qu'une grande difficulté pour cette théorie-là, c'est de dire, mais ce système de croyances avec laquelle la proposition en question est vraie, peut-être que ce système de croyances contient des croyances fausses. D'accord ? Comment s'assurer que le système de croyances avec lequel on veut définir la vérité soit lui-même sur la voie de la vérité? Et là, on a vu qu'il y avait un risque de circularité, parce que si vous dites une proposition vraie, c'est une proposition qui est cohérente avec un ensemble de croyances vraies, ben vous avez défini la vérité en termes de la vérité. Okay ? C'est pareil si vous dites la croyance qu'entretient un individu idéal, tacitement, vous êtes sans doute en train de dire quelque chose comme une théorie vraie. Donc tout ça, je repasse, et on en est arrivé. Troisième type de théorie de la vérité qu'on appelle les théories déflationnistes de la vérité. Est-ce que sur les théories correspondantistes et les théories cohérentistes de la vérité, vous êtes tous au clair, ou est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Ouais. Alors, théorie déflationniste, je fais un petit rappel, on termine vite aujourd'hui, et on va à notre dernière théorie de la vérité. Théorie déflationniste, qu'est-ce qu'elles disent? Leur idée générale, c'est de dire, on s'est beaucoup cassé la tête sur la vérité, il ne faut pas trop prendre ce concept au sérieux. À l'arrivée, la vérité, ce n'est pas quelque chose de très important qui devrait nous engager sur une voie très métaphysique, sur la structure du monde. Souvenez-vous toujours, on a comme cible les théories correspondantistes. Les théories correspondantistes, comme vous le disiez, elles ont bien un isomorphisme entre le langage et le monde. Ça suppose qu'on entre dans des considérations sur la structure du monde. Mais nos philosophes du langage qui s'intéressent à la vérité, eux disent, enfin un certain nombre, disent on aimerait pouvoir avoir une théorie de la vérité sans faire de la métaphysique fondamentale. Première solution, théorie de la vérité, cohérence, problème. Deuxième solution pour avoir une théorie de la vérité qui est suffisamment peu métaphysique, théorie déflationniste, c'est un de leurs buts explicites, de ne pas faire trop de métaphysique. Quand on dit métaphysique, c'est... Vous voyez bien la différence entre la philosophie du langage, on s'intéresse au langage, et la métaphysique, c'est la théorie sur
c'est l'ensemble de théories ou de réflexions sur qu'est-ce qu'il y a dans le monde, quels sont les types de choses qu'il y a dans le monde, est-ce qu'il y a des faits, des états de choses, des événements, des processus, etc. Et on aimerait pouvoir avoir, d'après ces philosophes, une théorie de la vérité qui soit neutre eu égard à ce type de considération. Bien, donc que disent les déflationnistes ? Eh bien, ils disent qu'il y a bien effectivement dans le langage le mot vérité, il y a le prédicat être vrai, mais il ne faut pas chercher à rendre compte de ce prédicat comme si quelque chose lui correspondait dans le monde. Ce n'est pas un prédicat qui, en ce sens, a une signification. Il y a deux types principaux de théories déflationnistes. On a vu les théories de la vérité redondance et les théories décitationnelles. Elles sont très proches en un sens, mais c'est important de garder les différences en tête. La théorie décitationnelle, c'est un peu une élaboration, une amélioration de la première version de la théorie déflationniste, qui est la théorie de la vérité redondance. Cette théorie, elle est formulée très clairement par un philosophe important du début du XXe siècle, Frank Ramsey, et elle est déjà préfigurée chez Frege. Leur idée, c'est de dire les deux phrases que vous avez là, P est vrai et P, ça signifie la même chose. Si vous dites la phrase « la coccinelle est rouge » est vraie, et si vous dites « la coccinelle est rouge », vous avez dit la même chose. Donc vous voyez, l'intuition, elle est assez frappante au début. On se dit, mais en fait, à quoi ça sert de dire « est vrai » puisque finalement, on pourrait dire la même chose en enlevant « est vrai ». Essayez de dire une phrase avec « est vrai », puis je vous formule la même phrase en disant sans utiliser « est vrai ». Donc à l'arrivée, on se dit, peut-être c'est juste une expression linguistique qui fait chic ou qui n'est pas très importante, parce qu'à l'arrivée, on peut dire tout ce qu'on veut dire sans utiliser le prédicat être vrai. De la même façon, on peut dire que asserter que P est vrai revient que asserter que P. Si vous dites il est vrai que qu'il fera beau à Pâques, ça peut dire la même chose que vous dites la même chose que si vous dites il fera beau à Pâques. Oui, Valentin. Pardonnez-moi, ça veut déjà dire quoi, asserter ? Asserter, c'est, vous pouvez vous dire affirmer pour commencer. Et en général, moi j'aime bien distinguer assertion de affirmation parce que on peut asserter des choses négatives. Si je vous dis j'asserte qu'il ne fera pas beau à Pâques, c'est une assertion, mais ce n'est pas une affirmation parce qu'en général, une affirmation, ça a un contenu positif. C'est pour ça que je ne dis pas affirmer. Okay. Asserter, on verra dans la troisième partie du cours, sur la pragmatique, que l'assertion, c'est un acte de langage. D'accord ? On fait quelque chose quand on asserte. De la même façon que je peux promettre, que je peux donner un ordre, que je peux poser une question, tout ça, ce sont des actes de langage. Eh bien, l'assertion, c'est un des actes de langage cruciaux qu'on utilise régulièrement. C'est bon ? Donc, la théorie de la vérité redondance, on peut effacer le prédicat être vrai. La citation de Frege, je vous donne souvent les citations en anglais de Frege parce que la traduction n'est pas toujours très satisfaisante. Il y en aura quelques autres après aujourd'hui. It is worthy of, je pourrais vous les donner en allemand, mais je pense que ce serait pire, en tout cas pour moi, puis peut-être pour un certain nombre d'entre vous. It is worthy of notice that the sentence I smell the scent of violets has the same content as the sentence It is true that I smell the scent of violets. So it seems then that nothing is added to the thought by my ascribing to it the property of truth. La phrase « je sens l'odeur des violettes » est vraie, et il est vrai que et la phrase « je sens l'odeur des violettes », ça veut dire la même chose. Donc, il est vrai, n'ajoute rien. Et ça, c'est Ramsey qui dit la même chose. It is evident that it is true that Caesar was murdered means no more than that Caesar was murdered. Bien, ça c'est notre théorie de la vérité redondance. On a quelques objections à cette théorie. La première objection, vous vous souvenez, c'est de dire, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails ici, on s'est cassé la tête lors de la première séance pour distinguer deux formes d'utilisation d'un mot. On utilise un mot ou on le mentionne. Soit on utilise un mot pour parler du monde, soit on mentionne le mot et à ce moment-là, on veut parler du mot lui-même. Et d'après la théorie de la vérité redondance, cette distinction entre l'usage et la mention, il faut l'abandonner dans le cas du prédicat « être vrai ». Parce que vous voyez qu'une proposition du type, celle qui est entre guillemets ici, une phrase du type « la phrase P est vraie », c'est une proposition qui parle du langage, elle parle d'une phrase. Okay ? Donc elle mentionne un mot, elle mentionne une phrase. Tandis que la proposition, si vous dites juste P,
et bien ça, c'est quelque chose qui parle du monde. Donc si je dis la phrase « il pleut » est vraie, je suis en train de parler du langage, tandis que si je dis « il pleut », je suis en train de parler du monde. La théorie de la vérité-redondance, elle nous dit ces deux choses-là, c'est la même chose. Mais nous, on avait voulu distinguer ça. Okay. Donc, ce qui est sans doute vrai, c'est que ces deux phrases sont équivalentes, dans le sens où quand l'une est vraie, l'autre est vraie, et quand l'une est fausse, l'autre est fausse, mais ça ne veut pas dire qu'elles signifient la même chose. Peut-être c'est ce que je vous ai mis en bas, ici, pas encore. Deuxième objection qu'on a vue la dernière fois, c'est une objection qui a trait à l'ordre de l'explication. Vous vous souvenez, j'ai fait une petite parenthèse pour vous expliquer ces questions d'ordre de l'explication. Quand deux propositions sont équivalentes, on peut se demander laquelle est plus fondamentale que l'autre. Prenez maintenant ces deux propositions. La neige est blanche est vrai si et seulement si la neige est blanche. Okay, donc la neige, ça c'est ce que l'équivalence qu'admettent Frege et Ramsey en disant ça veut dire la même chose. On a le si et seulement si, c'est le signe de l'équivalence, la double flèche en logique. Les deux phrases ont toujours la même valeur de vérité. Jusqu'ici, on est tous d'accord. Mais si vous êtes contre la théorie de la vérité-redondance, vous pouvez dire ce qui suit maintenant. Vous pouvez dire, oui, mais ces phrases, elles sont équivalentes, mais elles ne signifient pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a envie de dire très fortement que la phrase « la neige est blanche » est vraie parce que la neige est blanche. Okay, non seulement elles sont vraies et fausses en même temps, mais celle qui explique l'autre, c'est la phrase « la neige est blanche ». Okay, c'est parce que la neige est blanche est vrai qu'il est vrai que la neige est blanche. Ou c'est parce que la neige est blanche est le cas, il faudrait mieux dire qu'il est vrai que la neige est blanche. Or, si vous admettez cette relation d'explication-là, vous ne pouvez pas dire, comme soutiennent les partisans de la théorie de la vérité-redondance, que ces deux choses, que ces deux phrases disent la même chose. Okay, pourquoi? Parce que l'explication, elle suppose que vous ayez des choses qui signifient différentes choses de chaque côté de la phrase. Vous ne pouvez pas dire pourquoi Justine est dans la salle? Ah ben, parce que Justine est dans la salle. Ça, c'est une explication qui ne marche pas. On pense que l'explication, elle ne peut pas être réflexive. Je passe vite parce qu'on l'a déjà vu la dernière fois. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça va? Ouais? Non? C'est bon? OK. Alors, je fais un rappel un peu trop long pour que... je ne veux pas le faire trop long pour qu'on puisse avancer, qu'on finisse les théories de la vérité aujourd'hui. On a une deuxième version de théorie déflationniste de la vérité qu'on appelle, qui est plus récente, qu'on appelle les théories décitationnelles ou minimalistes de la vérité. Donc la théorie de la vérité-redondance, elle nous dit P est vrai signifie la même chose que P. Les théories décitationnelles, elles ne font pas d'affirmation au sujet de la signification du prédicat être vrai, mais elles soulignent juste qu'il y a une équivalence qui est toujours vraie. Autrement dit, il est toujours vrai que P est vrai si et seulement si P. Pierre mange est vrai si et seulement si Pierre mange. Donc là-dessus, les deux théories sont d'accord. Et puis, la version de Horvitch, plus récente, il est vrai que P si et seulement si P. Il est vrai que Pierre mange si et seulement si Pierre mange. Et là où les théories discitationnelles sont un peu surprenantes, c'est qu'elles disent, mais si vous voulez savoir ce que c'est que la vérité, tout est là. Cette équivalence vous dit tout au sujet de la vérité. Essayez pas de chercher plus loin s'il y avait quelque chose au sujet du sens du mot vrai. La signification du mot vrai, elle est juste donnée par ces équivalences. Alors la question qui se pose tout de suite, on se dit, mais quel est l'intérêt d'avoir cette théorie-là? Si la signification du mot vrai, elle est donnée par ces équivalences, pourquoi est-ce qu'on a besoin du mot vrai? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas de dire les phrases qui sont à droite ici? Pierre mange, ça suffit. Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot vrai? Et c'est là où les théories décitationnelles ont un élément intéressant à apporter. C'est qu'en gros, ils disent le mot vrai, ou le prédicat être vrai, ça va nous permettre d'exprimer un certain nombre de choses qui seraient très compliquées à exprimer autrement. Autrement dit, c'est un peu comme une abréviation, être vrai. Et vous allez voir pourquoi. Deux avantages d'introduire le prédicat être vrai pour ces théories décitationnelles. Le premier, c'est que vous pouvez formuler des généralisations du type « tout ce que dit le pape est vrai ». Okay. Et si vous voulez formuler ça, vous avez besoin de ce prédicat est vrai. Sinon, vous devriez prononcer chacune des phrases que dit le pape. Et puis dire ensuite « cette phrase est correcte ». Okay. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose de très général. Tout ce que dit Guillaume est faux, ça vous dit la même chose.
Enfin, ça ne vous dit pas la même chose, mais ça vous permet de dire la même chose. Sinon, il faudrait prendre chaque phrase de Guillaume et dire faux, 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 faux. Et là, ou incorrect, incorrect, ce n'est pas le cas. Et là, tout d'un coup, on peut dire ça. Et puis, ça vous permet de faire des assertions indirectes du type « ce que le témoin a dit est vrai ». Et vous savez que vous pouvez dire ce genre de choses sans savoir ce que le témoin a dit est vrai. Sans savoir ce que le témoin a dit, pardon. Okay, vous pouvez vous dire, il y a eu un témoin, ce qu'il a dit c'est vrai, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, il faut s'appuyer sur ce qu'il a dit. D'accord ? C'est très difficile d'exprimer cette idée-là sans utiliser le prédicat « être vrai ». Donc vous voyez, l'idée générale de ces théories décitationnelles, c'est de dire le prédicat « être vrai », il a juste une fonction linguistique. Il ne faut pas penser que la vérité, c'est quelque chose de métaphysiquement substantiel. C'est juste une forme de raccourci linguistique qui nous permet d'exprimer des choses qui seraient compliquées à exprimer autrement. On pourrait le faire, mais ce serait vraiment fastidieux. Bien. Alors, j'arrête là sur ce rappel. On s'était arrêté en gros là, la dernière fois, si je me souviens bien. On avance maintenant. Je termine rapidement les objections au déflationnisme en général. Ça touche aussi bien les théories décitationnelles que les théories les théories de la vérité-redondance, à la Ramsey-Frege. 3 objections, brièvement, pour que vous voyez pourquoi un certain nombre de philosophes ne sont pas satisfaits avec ces théories-là. La première objection, c'est de dire, écoutez, si la vérité, c'est si peu de choses, pourquoi on lui accorde une telle importance ? Comment se fait-il qu'on utilise la vérité pour expliquer, par exemple, la nature de la connaissance, pour expliquer ce que c'est qu'apprendre, ou pour expliquer le succès des théories scientifiques ou des comportements ? On dit une théorie scientifique, elle fait de bonnes prédictions. Pourquoi ? Sans doute parce qu'elle est vraie. Okay. Tout ce genre de choses, c'est très compliqué de comprendre cette ample utilisation qu'on fait de la notion de vérité si finalement la vérité, c'est aussi peu de choses. On est en train de nous dire la vérité, c'est presque rien, et on l'utilise partout pour rendre compte de choses aussi fondamentales que la connaissance ou les sciences. Ça, c'est la première objection aux déflationnistes. La seconde objection déflationniste, celle-ci, je ne vous en ai pas parlé la dernière fois parce que je l'ai ajoutée brièvement ici, c'est qu'on utilise la vérité souvent pour rendre compte de la nature d'un certain type d'états mentaux. Typiquement les croyances, si vous voulez vous dire qu'est-ce qui distingue une croyance d'un désir, d'une émotion, etc. Une réponse commune, c'est de dire que la croyance, il est dans sa nature d'être correcte à la condition qu'elle soit vraie. Autrement dit, la croyance, elle vise la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance plutôt qu'un désir ? La croyance, elle cherche à être vraie. C'est comme si c'est dans sa nature d'essayer d'être vrai. Un désir, il ne cherche pas à être vrai, il cherche à être satisfait. Une émotion, elle cherche à être correcte. Mais la croyance, spécifiquement, elle vise la vérité. Beliefs aim at truth, pour reprendre une expression largement employée dans la littérature contemporaine sur la croyance. Si ça, c'est vrai, alors vous pouvez pas, c'est difficile d'adopter cette thèse courante, on peut la contester, mais si vous adoptez cette thèse, c'est difficile de penser que la vérité, c'est presque rien. D'accord ? Vous êtes en train de définir un état mental à l'aide de la vérité, donc vous avez besoin d'une notion un peu plus substantive de vérité. Et puis je vous fais grâce de la troisième objection qui est un peu fastidieuse parce que je veux que nous avancions. Alors, on a terminé sur la théorie déflationniste maintenant. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on vienne à notre quatrième et dernière théorie de la vérité? Redites-moi votre prénom, pardon. Antoine, pardon, Antoine. Donc c'est une théorie qui est plus ou moins considérée comme... elle a un certain succès. Ah, si elle est populaire, vous voulez dire? Alors, je n'ai pas fait d'enquête sociologique chez les philosophes. Je pense que dans les théories contemporaines de la vérité, les 2 plus populaires maintenant sont la théorie déflationniste qu'on vient de voir dans sa version décitationnelle. Un des grands philosophes qui a publié un livre en 1990, c'est Paul Horwitz qui a défendu ça. Et l'autre grande théorie, c'est celle qu'on va voir maintenant, la théorie des vérifacteurs. C'est un peu les 2 grandes. Je pense que celle-ci a peut-être un peu plus d'influence. Peut-être c'est un biais personnel de dire ça, parce que quand on aime bien la métaphysique, ce qui est mon cas, cette théorie-là, elle marche bien. Quand on a des aspirations un peu anti-métaphysiques, on est très content avec les théories décitationnelles de la vérité.
Donc je ne veux pas faire un jugement sur qui est les plus influents, mais ces deux théories continuent à être assez discutées. Cohérentisme un peu moins, ça n'a pas disparu. Correspondantisme un peu moins, ça n'a pas disparu non plus, mais c'est plutôt ces deux-là qui tiennent la corde. Alors, donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est la dernière théorie de la vérité qui a été défendue. Pour faire le lien avec votre question, Antoine, il y a quelques années, il y avait un grand colloque à Grenoble, en France, qui réunissait parmi les plus grands métaphysiciens et philosophes de l'époque. Et puis, il y avait d'un côté Paul Orvich, dont je viens de vous parler, qui défendait la théorie des citationnels. Et de l'autre côté, vous aviez un grand métaphysicien dont on parlera beaucoup lors de l'introduction à la métaphysique, qui s'appelle David Armstrong, qui est mort aujourd'hui, qui lui défend cette théorie de la vérifaction. Et puis, ils étaient en désaccord assez violent sur la nature de la vérité. Armstrong lui disait, mais ça ne peut pas être juste ça, la vérité. Quand on parle de la vérité, on parle bien d'un rapport au monde, et il faut revenir à ça, sinon on n'a rien compris à ce que c'était que la vérité. Ceci étant, et c'est la première chose que je vais vous dire pour introduire cette notion de vérité comme vérifaction, ce que veulent dire Armstrong et les partisans de cette théorie que je vais vous présenter maintenant, ce n'est pas un retour à la théorie correspondantiste. Ça présente une certaine ressemblance avec la théorie correspondantiste, mais vous allez voir que ça modifie substantiellement cette théorie-là. Donc souvenez-vous, le problème numéro 1 pour la théorie correspondantiste, c'est de dire, j'ai commencé cette séance par ça, c'est de dire comment est-ce que le langage peut correspondre au monde. Correspondre au monde, ça c'était l'objection de Frege. Il y a une réponse des correspondantistes, mais qui suppose quelque chose d'assez important, qui est qu'on accepte que la structure du monde corresponde à la structure du langage. Et vous voyez que ça c'est un petit peu lourd comme hypothèse, malgré tout. Parce que vous pouvez vous dire, mais pourquoi donc il ne pourrait pas y avoir une absence de correspondance entre notre langage et le monde? Est-ce qu'on n'est pas juste en train, autrement dit, de projeter la manière dont notre langage fonctionne sur la structure du monde? Donc on regarde la structure du langage et on se dit, ah ben le monde doit être structuré comme notre langage. Est-ce que c'est vraiment forcément comme ça? Est-ce que le monde a forcément une structure sujet-prédicat? Ça, les partisans de la théorie de la vérifaction voudraient éviter cet engagement-là. On va voir comment ils le font. Donc, alors, d'abord un petite diapo terminologique. J'ai bien dit théorie de la vérifaction et pas théorie de la vérification. Vérifaction, vous n'avez jamais vu ce mot en français, ou peut-être si vous avez lu les rares livres qui ont été traduits sur la question. L'anglais est plus connu, c'est la théorie du truth making, rendre vrai, okay, qu'on traduit par vérifaction. Et le nom qui correspond à ça, ce qui rend vrai, le nom des choses qui rendent vrai, c'est ce que Armstrong, Smith, Simons et Mulligan appellent les truth makers, les choses qui rendent vrai, d'accord? Ce qui rend vrai. Truth makers, ça s'oppose à truth bearers. Vous vous souvenez qu'on a eu un chapitre il y a 2 séances sur quels sont les porteurs de vérité, si c'est des phrases, des croyances, des propositions. Donc la théorie qui nous intéresse ici, ce n'est pas une théorie de la vérification. La vérification, je fais un petit détour pour que vous connaissiez ça. La vérification, c'est une notion épistémologique. C'est de savoir comment est-ce qu'on peut vérifier qu'une phrase est vraie ou pas. Vous avez eu une théorie très influente, alors qu'il est beaucoup moins aujourd'hui pour répondre au type de questions que vous avez soulevé, Antoine, une théorie très influente qu'on appelait le vérificationnisme. Le vérificationnisme, c'est pas ce dont je veux vous parler aujourd'hui, mais je le mentionne en passant, c'était une théorie qui était adoptée par Russell, Wittgenstein, Carnap, les partisans de ce qu'on a appelé le cercle de Vienne, qui disait qu'un énoncé n'avait de sens, n'avait de signification qu'à condition qu'on puisse le vérifier empiriquement. Que la signification d'un énoncé, c'est est-ce qu'on peut vérifier cet énoncé empiriquement. La grande idée des partisans de ce qu'on appelle le positivisme logique, c'est de dire qu'il y a 2 types d'énoncés. Il y a les énoncés qui sont des vérités logiques, soit il pleut, soit il ne pleut pas. Alors ça, c'est vrai, il n'y a pas besoin de regarder le monde pour savoir ce que c'est, mais c'est des énoncés qui ne disent presque rien du monde, ou qui disent absolument rien du monde, d'accord? Qu'est-ce que vous avez appris sur le monde si je vous dis soit il pleut, soit il ne pleut pas? Pas grand-chose, d'accord? C'est juste des vérités logiques. Et puis vous avez les seuls autres types d'énoncés, c'est des énoncés empiriques. Il pleut ou il ne pleut pas. Est-ce que vous voyez quels autres énoncés il pourrait y avoir qui ne sont pas des vérités analytiques, pas des vérités empiriques, et que les partisans du cercle de Vienne, auxquels les partisans du cercle de Vienne voulaient tordre le cou? Valentin? Actuellement, je suis en train de penser à une belle fleur. Ça, c'est un énoncé empirique, non? Mais vous n'avez aucun moyen de le savoir.
Ah, alors ça, c'est un point intéressant. Alors peut-être que oui, peut-être si je pouvais regarder dans votre esprit, si je pouvais observer votre cerveau, je pourrais le savoir. Donc il y a une question de savoir si les énoncés psychologiques sont des énoncés empiriques. Et vous avez raison sur un point, c'est qu'un certain nombre de ceux qui sont enclins au vérificationnisme ont tenté de se débarrasser des énoncés psychologiques en disant en fait c'est juste des énoncés comportementaux, il faut ramener ça à des choses observables. Okay, donc effectivement c'est une possibilité, mais en général on admet soit que c'est des énoncés empiriques, soit que c'est des énoncés qui effectivement n'ont pas de sens. Gilles. Ah, les questions. Oui, mais regardez, on est en train de se demander, là en fait tacitement on est en train de se dire quels sont les énoncés qui peuvent être vrais ou faux. Les questions, est-ce que vous avez déjà visité l'Inde? Vrai ou faux? Ça n'a aucun sens, d'accord? Ça peut être vrai que vous ayez visité l'Inde, mais la question elle-même, elle n'est pas vraie ou fausse. Okay. Guillaume. Les énoncés normatifs, alors ça va être un peu la même. Donc les énoncés, par exemple, Julie est jolie ou il est bon de ne pas torturer pour rigoler, ces choses-là, ça va être un peu la même réponse que pour Valentin. Soit on va réussir à les réduire à des énoncés empiriques, soit on va dire qu'ils sont dénués de sens. Mais il y a un grand type d'énoncés. Martin? Les énoncés métaphysiques, oui, mais ça serait quoi les énoncés métaphysiques? Les nombres existent, ben, ils vont dire soit vous pouvez vérifier que les nombres existent parce que vous pouvez le voir, soit vous ne pouvez pas le voir. Vous voyez enfin, vous voyez, vous voyez ou vous ne voyez pas. Donc il y a un grand type d'énoncés que vous devez savoir qui sont entre les énoncés analytiques a priori et puis, pardon, les énoncés analytiques qui sont vrais juste par leur forme logique et les énoncés empiriques. C'était les énoncés dont Kant s'est fait le champion. Quelqu'un? Il y a un type de grande vérité que Kant a introduit en philosophie, dont même les adversaires de Kant plus réalistes, que même les adversaires de Kant plus réalistes ont essayé de retenir. Antoine? Les impératifs catégoriques. Non, ça c'est la philosophie pratique de Kant. Ce sont ce qu'on appelle les énoncés synthétiques a priori. D'accord ? La grande idée de Kant de sa philosophie théorique, c'est de dire il y a un certain nombre de choses qu'on peut savoir indépendamment de l'expérience, c'est pour ça que c'est a priori, mais qui ne sont pas des vérités logiques, qui ne sont pas des vérités du type soit il pleut, soit il ne pleut pas. D'accord ? Et c'est les énoncés qui nous intéressent en philosophie. Des énoncés du type, alors je prends un exemple qui n'est pas celui de Kant, mais qui est un bon exemple, c'est si Julie a promis une bière à Paul, alors Julie a l'obligation d'offrir une bière à Paul. Ça, vous n'avez pas besoin d'avoir observé quelque chose pour savoir que c'est le cas. D'accord ? Ce type de vérité qu'on utilise, enfin, de vérité d'après Kant et d'après les partisans des énoncés synthétiques a priori, c'est des choses qu'on sait indépendamment de l'expérience. Alors là, je n'aurais pas dû faire un détour si grand, mais maintenant que j'y suis, je termine. Ce que veulent rejeter les positivistes, ce sont précisément ce type d'énoncé-là, en disant soit vous avez des vérités logiques, que vous pouvez savoir indépendamment de l'expérience, mais qui vous disent quasiment rien. Donc, soit c'est a priori et c'est vide, soit c'est pas vide, mais c'est a posteriori. Ça dépend de l'expérience. Et puis, là-dessus, vous avez ceux qui disent non, il y a toutes les vérités qui sont entre l'un et l'autre, qui sont des vérités synthétiques a priori. Synthétique, ça veut dire qu'ils nous apprennent quelque chose. Et on verra que c'est, si vous suivez le cours sur Kant, je ne sais plus quand il est, c'est l'année prochaine ou dans 2 ans, ça fait partie de des grandes idées kantiennes, mais pas seulement. Pourquoi donc me suis-je embarqué dans cette énorme digression? C'est pas malin, surtout que je voulais qu'on avance. Juste pour vous, enfin tout ça pour ça, donc tout ce que je viens de vous dire, c'est pas ce dont je voulais vous parler. Okay ? Quand on parle de vérifaction, on ne parle pas de cette théorie-là sur la vérification des énoncés, du cercle de Vienne qui ne veut pas d'énoncés synthétiques a priori. Donc oubliez tout ce que je viens de vous dire. Grand succès pédagogique de parler 10 minutes pour dire qu'il ne fallait pas l'écouter. Ce qui nous intéresse maintenant, on revient à nos moutons, on revient sur Terre, c'est la théorie des vérifacteurs, truth-making, qui ne porte pas sur comment est-ce qu'on sait qu'une phrase est vraie, quelles sont les phrases qui ont du sens ou qui n'ont pas de sens, mais sur ce qui rend une phrase vraie. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie des vérifacteurs et en quoi elle se distingue de la théorie de la vérité correspondance? La théorie des vérifacteurs, je vous ai dit que c'était un retour à une théorie plus métaphysique que la théorie déflationniste. Elle va garder l'idée
réaliste qui sous-tend la théorie de la vérité-correspondance, selon laquelle si une phrase est vraie, alors il y a quelque chose d'indépendant de cette phrase qui la rend vraie. Elle est vraie en vertu de quelque chose. Okay. Donc ça, c'est l'ancrage commun avec la théorie de la vérité correspondance. Mais ce qu'elle va rejeter, c'est premièrement l'idée propre à la théorie de la vérité-correspondance, selon laquelle la structure de la proposition correspond à la structure du monde. Pour les partisans de la théorie des vérifacteurs, je lis une proposition peut être rendue vraie par une entité qui n'a pas du tout la même structure qu'une proposition. Donc on abandonne l'isomorphisme qui faisait la marque des théories de la vérité-correspondance. Par exemple, si vous dites « Julie sourit » et que c'est vrai, vous pouvez dire ce qui rend vrai que Julie sourit, c'est simplement ce que certains appellent un trope, ou si vous voulez, l'événement, le sourire de Julie. Et ce sourire, il n'a pas forcément une structure analogue à la proposition « Julie sourit ». Il n'y a pas forcément une substance et une propriété. La deuxième chose à laquelle renoncent les partisans de la théorie des vérifacteurs, c'est à l'idée qu'on puisse définir ou réduire la vérité en termes d'une autre notion. Donc la vérité, on ne peut pas la réduire à de la correspondance, on ne peut pas la réduire à de la ressemblance. On va juste admettre comme relation primitive cette relation de rendre vrai. On va pouvoir la caractériser, dire de quel type elle est, mais on ne cherche pas à la définir plus avant. On ne pense pas qu'on peut réduire la vérité à autre chose. Vous vous souvenez que pour les partisans de la théorie de la vérité-correspondance, eux disent qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est une relation de correspondance. Donc ils prennent la notion de correspondance pour plus fondamentale que la relation de vérité. Les partisans de la théorie de la vérifaction, du truth-making, eux pensent qu'il y a quelque chose de primitif dans cette relation de rendre vrai, qu'on ne peut pas la définir plus avant. Vous vous souvenez que Frege a dit à un moment, je ne vous l'ai pas rappelé aujourd'hui, mais dit à un moment, la vérité, on ne peut pas la définir. Là-dessus, ils sont d'accord, les partisans de la théorie du truth-making. Mais Frege tire de ça une théorie de la vérité redondance, en disant la vérité, c'est presque rien. Eux disent non, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas la définir que la vérité, c'est presque rien. C'est une relation dans le monde entre des éléments du monde, le sourire de Julie, et la vérité de certaines phrases, le fait qu'il est vrai que Julie sourit. Voici ce que disent, donc ça c'est un article fondateur. Donc, cette théorie du truth-making, elle est apparue dans les mêmes années et indépendamment dans deux grands endroits du monde, l'Europe centrale et l'Australie. Ça, ce sont trois auteurs, Mulligan, Smith, Simons, qui ce sont des philosophes analytiques qui se sont intéressés à l'histoire de la philosophie continentale, en particulier à Brentano, Husserl, et qui disent en fait les philosophes analytiques se sont trop éloignés de la métaphysique et il faut revenir à une notion métaphysique de vérité. Donc ça, c'est le premier mouvement vers cette théorie du truth-making. Et en même temps, indépendamment, vous avez des philosophes australiens qui ne connaissaient pas grand-chose à l'histoire de la philosophie, je caricature un petit peu, mais qui n'étaient pas aussi férus que ces trois-là de l'histoire de la philosophie récente européenne, mais qui reviennent à une forme de bon sens en termes de vérité, qui disent mais qu'est-ce que c'est que ces théories linguistiques décitationnelles de la vérité où on nous dit que est vrai, ça ne veut rien dire, c'est juste un petit device, un petit moyen linguistique pour faire des généralisations ou des assertions indirectes. Non, est vrai, il y a quelque chose de vrai dans la théorie de la vérité-correspondance qu'on veut sauver, et puis ça, c'est typiquement David Armstrong. Donc dans la même année, il publie indépendamment un retour à une forme réaliste de vérité qu'on va appeler le truth-making, et ils emploient les termes de manière tout à fait similaire. Voici ce que disent Mulligan, Simons et Smith pour exprimer à quel point ils s'éloignent de la théorie de la vérité-correspondance. We are consciously departing from a dogma that has characterized much of analytic philosophy since its inception, the dogma of logical form. This idea of a perfect parallelism of logical and ontological complexity is the misery of logical atomism, leading Russell to a metaphysics of sense data and Wittgenstein to supra-existential experiential simples. Alors, je ne vais pas vous parler des deux dernières
de derniers aspects métaphysiques, mais vous voyez que l'idée centrale ici, c'est de dire on ne veut pas de cet isomorphisme. Okay, cette idée qu'il y a un isomorphisme entre le langage et le monde, nous, on n'en veut pas. On pense que c'est une grande erreur de toute la philosophie analytique, et en particulier de Russell et Wittgenstein, et on a bien vu la dernière séance que c'est précisément ce que l'un et l'autre faisaient avec certaines différences sur les vérités négatives ou complexes. Here, in contrast, we uphold the independence of ontological from logical complexity. Ontologically complex objects, those having proper parts, are not for that reason also in some way logically complex, any more than there is reason to suppose that to every logically complex true sentence, there corresponds an ontologically complex entity which makes it true. Donc ce n'est pas parce que vous avez une phrase complexe que vous devez supposer que ce qui la rend vraie, c'est une entité qui a le même type de complexité dans le monde. Souvenez-vous, notre exemple paradigmatique, Julie est jolie, le correspondantiste, il vous dit « Ah, ben c'est facile, Julie, c'est la substance qui exemplifie la propriété, ça correspond au sujet qui complète le prédicat. » Pas du tout, disent-ils. Donc on veut renoncer à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut renoncer à ça et qu'on veut quand même avoir une théorie métaphysique de la vérité? Donc on a la forme du langage, la forme du monde. Quelques définitions. On introduit la notion de vérifacteur. On dit qu'une chose est un vérifacteur si cette chose rend vraie une proposition ou une phrase ou une croyance. Ça, c'est le débat sur les porteurs de vérité, puis vous pouvez admettre une théorie de la vérifaction en admettant différents types de porteurs de vérité. Okay, donc vous avez des choses qui rendent vraies des propositions. On introduit parfois la notion de vérifacteur minimal. Je vous la mentionne là en passant. X est un vérifacteur minimal, pardon. Je corrige tout de suite. X est un vérifacteur minimal. Ce qu'on veut dire par là, on veut dire que X rend vrai la proposition P et qu'il n'y a pas de partie ou constituant de X qui rend vrai la proposition P. Donc c'est le vérifacteur ultime, si vous voulez. Vous ne pouvez pas trouver plus petit comme vérifacteur que ça. En somme, les vérifacteurs sont ceux en vertu de quoi les propositions sont vraies. Vous voyez que cette notion très simple de vérifacteur, elle ne présuppose nullement que ce qui rend vrai une phrase ait la même forme que cette phrase. D'accord ? Et en particulier, elle ne présuppose nullement que la structure du langage soit la même que la structure du monde. Vous pouvez être un mathéphysicien, par exemple, qui pense que dans le monde, il n'existe que des événements. Une phrase, elle n'est pas constituée d'événements, surtout pas une phrase écrite. D'accord ? Et bien malgré tout, ce qui va rendre vraie la phrase « il pleut », ça va être l'événement que la pluie tombe. D'accord ? Et vous n'en dites pas plus sur la correspondance entre la phrase et le monde. La notion de correspondance ou d'isomorphisme est complètement passée par-dessus bord. Alors, est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur cette relation de rendre vrai, cela dit ? Comme je vous l'ai dit, pour les partisans de la théorie du truth-making, de la vérifaction, cette relation-là, on ne va pas chercher à la définir plus avant. Mais on peut essayer de dire quel type de relation elle est. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit qu'une proposition est vraie en vertu de ses vérifacteurs ? Est-ce que c'est que les vérifacteurs causent la vérité de la proposition ? Non. La vérifaction, ce n'est pas une relation causale. Une relation causale, typiquement, c'est une relation contingente. Vous pourriez avoir les causes sans les faits ou les faits sans la cause. Ce n'est pas le cas de la vérifaction. Est-ce que c'est une relation d'implication logique ? Est-ce que c'est simplement que si le vérifacteur est le cas, alors la phrase est vraie ? Non, on parle ici vraiment d'une relation métaphysique, transcatégorielle, dit Armstrong très bien, entre des entités du monde et une phrase. L'implication logique, elle relie toujours des phrases, d'accord ? Quand vous faites ou des propositions. Quand vous faites une introduction à la logique, qu'est-ce que c'est que l'implication ? Vous mettez à droite deux propositions. Ici, on parle vraiment d'une relation entre un élément linguistique et un élément du monde. Certains éléments du monde rendent vrais certains éléments linguistiques. Est-ce que c'est une relation de nécessitation ? Alors Armstrong, un des premiers défenseurs de cette théorie, avec Smith, Simons, Mulligan, dit oui, ce n'est pas n'importe quelle relation de nécessitation, c'est la relation de rendre vrai,
Mais en tout cas, si vous avez le vérifacteur, alors nécessairement, la proposition correspondante est vraie. Ce n'est pas possible que vous ayez le vérifacteur de la proposition « il pleut », par exemple la pluie, et que la proposition est vraie, la proposition il pleut ne soit pas vraie. Donc l'existence du vérifacteur nécessite la vérité de la proposition. Mais pour un certain nombre de philosophes, cette nécessitation n'est pas encore suffisante. Il faut en dire un petit peu plus. Et c'est ce que va dire notamment Kit Fine, qui est un des autres grands métaphysiciens contemporains, un peu plus tardif, un des principaux philosophes en métaphysique et philosophie du langage aujourd'hui. Lui, il dit qu'on doit aller un peu plus loin et identifier cette relation de rendre vrai non pas à n'importe quelle forme de nécessitation, mais à la notion d'explication métaphysique, ce qu'il appelle grounding. Je voudrais juste vous dire quelques mots pourquoi, pour que vous voyez la différence entre ces choses-là. On en reparlera quand on parlera de métaphysique. Pourquoi est-ce que la relation de nécessitation, autrement dit, si une chose est vraie, nécessairement, si une chose est le cas, alors existe, alors nécessairement la phrase en question est vraie, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Ou est-ce que c'est trop large d'après Fine? Ben, vous avez un exemple qui est donné par Smith, mais Fine donne des exemples du même ordre, qui est le suivant. Supposons que Dieu veuille que Jean embrasse Marie maintenant. L'acte de volonté de Dieu rend donc nécessaire la vérité « Jean embrasse Marie ». Pour Malebranche, toute nécessité est de ce type. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit deux fois, mais l'acte de Dieu n'est pas un vérifacteur pour le jugement. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, Dieu, on fait l'hypothèse qu'il est tout-puissant, il veut que Jean embrasse Marie. Puisque Dieu veut que Jean embrasse Marie, qu'il est tout-puissant, alors c'est un Dieu qui n'a pas beaucoup de respect pour le libre arbitre, mais on fait l'hypothèse, boum, il y a Jean qui embrasse Marie. Okay. Et puis vous vous posez la question maintenant, qu'est-ce qui rend vrai que Dieu embrasse Marie? Intuitivement, c'est l'événement, le baiser entre Jean et Marie. Mais vous voyez que si vous dites juste que que le truth-making, c'est une relation de nécessitation, eh bien, c'est nécessaire que si Dieu veut que Jean embrasse Marie, la proposition Jean embrasse Marie est vraie. Mais on veut exclure ça comme un vérifacteur de la proposition en question. Ce qui rend vrai que Jean embrasse Marie, ce n'est pas que Dieu a voulu que Jean embrasse Marie. Okay? Dieu a voulu que Jean embrasse Marie, ça a fait qu'il était le cas que Jean a embrassé Marie, et c'est le fait que Jean embrasse Marie qui rend vrai la proposition. Vous voyez le problème ou pas? Donc, nécessaire, ce n'est pas suffisant pour vraiment attraper juste les bons truthmakers. Ça va prendre trop large. Si vous prenez juste les choses qui sont telles que nécessairement, s'ils sont le cas, une phrase est vraie, vous allez attraper trop de choses. Et c'est pour ça que Fine, Smith et d'autres disent que la relation de nécessitation, là je vais passer un petit peu plus vite pour aller directement en bas, il y a plusieurs options possibles, c'est de comprendre la nécessitation c'est de comprendre la vérifaction en termes d'une relation d'explication métaphysique. X rend P vrai si et seulement si P est vrai parce que X existe. Okay? Donc vous avez ça, pas simplement P est nécessairement vrai si X existe, mais vous avez P est vrai parce que X existe. Okay? Jean embrasse Marie n'est pas vrai parce que l'acte de volonté de Dieu existe, mais parce que Jean, en vertu du baiser de Jean à Marie, typiquement. Alors, je suis conscient d'aller un peu vite ici, mais je veux le mentionner pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait de la métaphysique et que vous gardiez ça en tête pour ceux qui vont en faire. Vous avez un grand débat dans la métaphysique contemporaine qui a été introduit notamment par Kit Fine, dont je viens de vous parler, qui consiste à dire la notion de nécessité avec laquelle aimaient bien travailler les métaphysiciens, elle est souvent pas suffisante pour attraper précisément les choses qu'on veut. On a besoin des notions d'essence ou de fondement. Okay? Et c'est exactement ce qui se joue là, appliqué à la notion de rendre vrai. Rendre vrai, une chose rend vrai une autre. Il ne suffit pas de dire que la chose qui rend vrai nécessite la vérité de cette autre chose. Il faut en plus que cette autre chose soit vraie en vertu de la chose qui rend vrai. Bien, question sur tout ça. Antoine. La théorie non plus, et comme les autres, elle n'inclut pas de notion de degré de vérité. C'est encore une fois soit vrai, soit faux. Alors en général, non. Donc est-ce qu'il y a des notions de degré de vérité? En général, on ne pense pas que la vérité vienne par degré. On pense que, vous pouvez dire la vérité d'une théorie
peut venir par degrés, dans le sens où une théorie, elle est composée de différents énoncés, que plus il y a d'énoncés vrais dans une théorie, plus cette théorie s'approche de la vérité. Ou plus cette théorie permet de dériver d'énoncés vrais, plus elle s'approche de la vérité. Okay, donc si vous prenez comme porteur de vérité quelque chose de plus large qu'une seule proposition, vous pouvez introduire cette notion de degré de vérité. Mais si vous prenez juste une proposition atomique, comme Antoine est dans la salle, ben ça, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Okay, Antoine est dans la salle, hein, plus ou moins, non, ça marche pas. Vous pouvez être à moitié dans la salle, mais c'est une... Mais si justement je suis à moitié dans la salle et quelqu'un dit Antoine est dans la salle, on peut dire que cette phrase a alors, la manière dont on va traiter ça en général, c'est de dire qu'il faut désambiguiser la proposition Antoine est dans la salle. Par Antoine est dans la salle, on veut dire qu'il est entièrement dans la salle. Et ça, c'est faux, complètement faux. Et il y a une autre proposition qui est de dire Antoine est à moitié dans la salle, si vous êtes à cheval dans la porte. Et ça, on va dire que c'est une proposition qui est vraie, complètement vraie. Okay, il y a pas, donc, une fois que vous désambiguisez les propositions atomiques de ce type-là, c'est difficile de... Enfin, il y a des discussions sur les degrés de vérité, mais la position la plus courante, c'est de dire qu'il n'y a pas de degré de vérité pour les phrases atomiques, comme ça. Autre question ? Le mot du jour. Petite pause avant qu'on change complètement de chapitre. Ah zut, je vous ai mis... Ah ben, il apparaît dans le mauvais ordre. Ah ben, j'ai un problème, alors j'ai plus de suspense. Voilà, c'était obvi, mais je vous ai mis la réponse avant. Obvi, le sens le plus courant, le plus évident d'un mot. Depuis des décennies, un travail de SAP a systématiquement détourné les mots de l'attribut de leur sens obvi. Décidément, j'ai fichu en l'air cette diapo. En rajoutant l'exemple tout à l'heure. OK, donc obvi, le sens le plus courant ou le plus évident d'un mot. En général, on parle toujours du sens obvi d'un terme. OK. Eh bien, on a terminé la vérité. Enfin, on a terminé la vérité. Donc, 4 théories de la vérité, correspondance, cohérence, déflationnisme et truth-making. Les premières et la dernière, c'est des théories de la vérité métaphysiquement décomplexées. Celles du milieu, c'est des théories de la vérité qui essayent d'être le moins métaphysiquement engageantes. Bien. Alors on passe maintenant à un chapitre complètement différent, mais qui relève toujours de notre seconde partie du cours, de la sémantique, qui est la question de la référence. Vous vous souvenez quand on a fait quand on a proposé cette syntaxe, cette grammaire catégorielle, on a dit qu'il y avait 2 types d'expressions catégorématiques qui étaient d'un côté les noms, de l'autre côté les phrases. On s'intéresse maintenant aux noms, à la manière dont les noms se rapportent au monde. Et la manière dont les noms se rapportent au monde, c'est ce qu'on appelle la référence. Si je dis Léonie, ce mot-là, il réfère à Léonie. D'accord ? Donc la référence, c'est la relation entre les noms et les choses qu'ils dénotent. Et on va s'intéresser pour commencer à un des grands chapitres de l'histoire de la philosophie du langage, qui est la théorie que Frege développe en 1892 des notions de sens et de référence. C'est l'article que vous avez là, un article qui est publié originellement en allemand, Sinn und Bedeutung, qui est considéré comme un des chapitres fondateurs de la philosophie analytique en général et de la philosophie du langage en particulier. Donc on va s'intéresser à cette théorie de Frege, puis on verra ensuite certaines critiques qui ont été faites à cette théorie par Russell notamment. Ça c'est le plan, mais je vous l'ai mis pour vos révisions plutôt que pour vous le dire maintenant. De quoi s'agit-il ? La question de départ de Frege, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que signifient les noms. Quelle est la signification des noms dans le langage ? Il s'intéresse aux noms propres. Qu'est-ce que c'est qu'un nom propre ? Explicitement, Frege dit c'est un ensemble de signes qui réfèrent à un et un seul objet. Dans le contexte présent, si je dis Léonie, ça réfère à un et un seul objet, à savoir Léonie. D'accord ? Si je dis Martin, il n'y a qu'un Martin où il y a... Parce que j'ai un autre séminaire où il y a 2 Martins. Il n'y a qu'un Martin. Martin est un nom propre. Okay ? Si jamais Martin, il y avait 2 Martins, Martin ne serait pas un nom propre. Mais là, c'est un nom propre. D'accord ? Alors, je vous pose la question pour commencer. On se demande maintenant qu'est-ce que signifient les noms.
quelle est la signification de Martin, quelle est la signification de Léonie, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Quelle est la réponse la plus évidente? Quel est le sens du nom propre Léonie? Qu'est-ce que ça signifie, Léonie? C'est un prénom, ok. Mais qu'est-ce que signifie ce prénom? Antoine? Ça désigne un individu. Donc on a envie de dire que la signification d'un nom, c'est juste sa référence. D'accord? C'est très tentant de dire quelle est la signification du nom Léonie. Ben, c'est vous, Léonie. Okay? Quelle est la signification du nom Antoine? C'est vous, Antoine. Ça va être la théorie que Frege va attaquer ici. Théorie très intuitive, mais il va montrer, en tout cas penser montrer, que si vous acceptez cette théorie très simple, vous allez manquer tout un tas d'aspects linguistiques qui sont très importants. Autrement dit, la théorie que Frege veut rejeter, c'est l'idée que le sens d'un nom, c'est la même chose que la référence du nom. Donc le nom Léonie, il a une référence. C'est Léonie. Jusqu'ici, on est d'accord. Mais Frege va dire, en plus de sa référence, les noms ont un sens. Donc il faut avoir un schéma à 3 termes, où vous avez le nom, le sens et la référence. Et puis il va généraliser ce schéma, plus tard, des noms aux phrases, mais ça, c'est ce qu'on verra ensuite. Même chose, je répète juste, si vous pensez que la signification du nom Donald Trump, c'est simplement Donald Trump, la personne physique Donald Trump, eh bien Frege va s'opposer à cette idée. Pourquoi est-ce qu'il s'oppose à cette idée? Eh bien, il va mettre en avant 2 énigmes qu'on va voir maintenant. Il va dire, si vous acceptez cette théorie simple de la signification des noms, vous ne pouvez pas résoudre ces 2 énigmes. En revanche, si vous achetez ma théorie à moi, Gottlob, qui dit qu'il faut distinguer le nom, la référence d'un 3e terme que j'appelle le sens, alors vous pouvez résoudre ces 2 énigmes. Quelles sont ces 2 énigmes? La première énigme, elle concerne les jugements d'identité, on va la voir maintenant. Et la seconde énigme, elle concerne l'attribution d'attitudes propositionnelles à autrui, et on la verra la prochaine fois. Donc on commence par cette première énigme qui est censée nous convaincre qu'il y a 3 choses, le nom, le sens et la référence. Je fais une petite pause terminologique que j'ai rajoutée tout à l'heure en me disant il ne faut pas que vous vous perdiez avec les termes ici. En français, donc le titre de l'article de Frege, c'est Sinn und Bedeutung. Mais en français, on parle de sens, de signification, de référence, de dénotation, et parfois on mélange tout ça, on se dit on ne sait plus lequel est lequel. Donc ça, c'est le titre de l'article de Frege. Et nous, on retient, pour traduire la notion de Sinn, soit le terme sens, soit le terme signification, et pour traduire la notion de Bedeutung, soit la notion de référence ou de dénotation. Donc le mot Léonie, il a pour référence Léonie, la personne, donc ça c'est sa référence ou sa dénotation, mais il a aussi un sens, nous dit Frege, et c'est ça qu'on doit éclaircir maintenant. Qu'est-ce que c'est que le sens de ce mot? Les jugements d'identité. Ça, vous avez... Alors, Frege ne pouvait pas utiliser Superman encore, parce que 1892, ça n'existait pas. Enfin, la fiction n'existait pas. Mais ça va vous... Ce que vous avez là, c'est clairement la base de tout le doute, le doute soulevé par l'énigme de Frege. Vous avez 2 représentations qui correspondent à une même chose. D'accord? Vous avez Superman et vous avez Clark Kent. Vous qui avez vu le film ou lu les BD ou peu importe, vous savez que c'est la même personne. Okay? Mais en fait, tout le monde ne sait pas que c'est la même personne. Et en particulier, son amoureuse, comment elle s'appelle? Lois Lane, elle ne sait pas que c'est la même personne. D'accord? Et ça, dit Frege, ce type de situation où il y a 2 choses qui sont identiques, évidemment, c'est une seule et même chose, vous voyez bien que la formulation elle-même est un peu étrange, ça va nous conduire à distinguer le sens de la référence. Ou pour anticiper, ces 2 images-là, elles ont le même référent, à savoir la personne en question, mais elles ont un sens différent. Elles présentent la même personne de 2 manières différentes, 2 modes de dénotation de l'objet, mais tout ça, je vais vous le présenter maintenant. Donc Frege ne parle pas des images, il parle des mots, et il s'intéresse à l'identité.
Dans le langage, on a une notion, une expression linguistique pour parler d'identité. C'est l'expression « être identique à » qu'on symbolise, suivant Frege, par ces deux petits signes qu'on décrit comme « égal ». Est identique à, qu'est-ce que c'est? Eh bien maintenant, on sait, nous, à quelle catégorie grammaticale ça appartient. C'est un prédicat dyadique, un prédicat à deux places. Est identique à, vous lui donnez à manger n'importe quel nom et ça vous fait une phrase, même si la phrase est fausse. Si je vous dis Léonie est identique à Guillaume, c'est une phrase syntaxiquement correcte, mais qui est fausse parce que Léonie n'est pas identique à Guillaume. Si je vous dis Superman est identique à Clark Kent, ça c'est une phrase qui est vraie, en tout cas dans la fiction, c'est une phrase qui est vraie, parce que Superman est effectivement identique à Clark Kent. Bien. Donc la structure syntaxique du prédicat d'identité, c'est qu'il fait une phrase à partir de deux noms. Petite révision de notre première et deuxième séance. Donc l'identité, dit Frege, c'est une théorie qui est acceptée aujourd'hui comme standard, c'est un prédicat. Enfin, l'expression linguistique de l'identité, c'est un prédicat qui prend deux noms, flanqués à droite par des noms. Des expressions qui dénotent ou qui réfèrent à un seul individu. Bien. Trois petits commentaires là-dessus. Vous avez certains philosophes dans la métaphysique contemporaine qui disent que l'identité, ça peut aussi prendre parfois des prédicats. Par exemple, être carré, c'est avoir quatre angles droits et quatre côtés égaux. Vous voyez qu'ici, le sujet, il ressemble, être carré est identique à avoir. Vous voyez que le sujet ici, il ressemble plutôt à un prédicat qu'à un nom. On laisse de côté ici cette question-là, mais sachez qu'il y a des discussions là-dessus, sur ce qu'on appelle l'identité générique. Je laisse tomber cette deuxième chose. Et peut-être une chose importante ici, c'est que pour ceux d'entre vous qui connaissez déjà la distinction, vous verrez que Russell va faire une distinction entre les noms propres, comme Jean-Paul II, et les descriptions définies comme le pape. Alors, c'est plus Jean-Paul II aujourd'hui. Comment il s'appelle, le pape aujourd'hui? Léon XII 15. Je n'en sais plus. Mais... Ok, Léon XV et le pape. Pour Frege, tout ça, c'est des noms propres. Je vous dis juste qu'il y a une distinction que Russell va faire, mais que Frege ne fait pas. Russell va distinguer entre les noms propres et les descriptions définies. Dans l'optique de Frege, une description définie comme la plus grande personne dans cette salle ou le pape, ces choses-là qui réfèrent à une seule personne, ça compte comme des noms propres. Donc, gardez ça en tête si jamais vous avez cette distinction qui vous tracasse. Alors, quelle est l'énigme de Frege? Eh bien, il dit qu'il y a deux types d'énoncés d'identité que je vous montre maintenant. Vous avez des énoncés d'identité qui, dans ces termes, ne sont pas informatifs, qui n'ont aucune valeur cognitive, ou encore qui sont analytiques. Tout ça veut dire la même chose peu ou prou dans sa présentation. Et puis vous avez d'un autre côté des énoncés d'identité qui sont informatifs et qui ont une valeur cognitive ou qui sont synthétiques a priori, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah ben finalement ma digression a servi à quelque chose. J'avais pu penser quand j'en parlais aujourd'hui. Mais des énoncés qui nous apprennent quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette distinction? Ben, vous allez voir, elle va assez de soi. Si je dis le soleil est identique à lui-même, vous allez me dire, ben, merci monsieur, on a bien fait de venir en cours, de s'être levé, d'avoir pris le train, c'est bien de faire de la philosophie. Par contre, là vous allez apprendre quelque chose d'important si je vous dis, l'astre qui se lève le matin est le même, qui se lève ce matin est le même que celui qui s'est levé hier matin. Bon, je ne suis pas sûr que vous êtes pour autant convaincu que vous avez bien fait de venir en cours, mais vous voyez que ça, cet énoncé-là, il dit quelque chose, d'accord? Vous auriez pu ignorer, vous auriez pu être quelqu'un qui pense que il y a un nouveau soleil qui arrive chaque matin, c'est génial, j'espère que demain, il va y en avoir encore un autre, sinon ça va être embêtant. Non, puis là je vous dis, non, mais c'est le même. Okay, donc vous apprenez quelque chose sur l'identité. Donc vous voyez bien que cet énoncé-là, il n'est pas aussi trivial que l'autre. Si je vous dis Romain Gary et Romain Gary, ah ouais, merci. Par contre, si je vous dis Romain Gary et Émile Ajar, ce qui est vrai, pas seulement dans une fiction, mais en réalité, eh ben, vous apprenez quelque chose que vous auriez pu, enfin, vous pouvez potentiellement apprendre quelque chose. Ah, mais j'étais sûr que c'était deux auteurs différents. En fait, c'est le même. Ah, très bien. L'exemple de Frege maintenant,
plus formel, mais si je vous dis A égale A, c'est toujours vrai, ça ne dit rien. Si je vous dis A égale B, ben ça peut-être ça vous apprend quelque chose. Alors ça dépend qu'est-ce que A, qu'est-ce que B dans l'histoire, mais peut-être vous pouvez apprendre quelque chose. Et puis l'exemple canonique de Frege, que vous avez sans doute déjà entendu et que vous allez entendre et réentendre, c'est l'étoile du soir. L'étoile du soir, Vénus, c'est l'étoile du soir. Ok, bon, pas une grande nouvelle. Par contre, si vous apprenez que l'étoile du soir, donc la dernière étoile qu'on voit le soir, Hespérus, c'est la même que la dernière étoile qu'on voit le matin, celle qui disparaît en dernier le matin, c'est Phosphorus, là vous dites, ben ça c'est quand même, j'apprends quelque chose ici. Parce qu'elles sont pas au même endroit dans le ciel, vous n'aviez aucune raison de supposer que c'était la même, et en fait, vous apprenez que Hespérus et Phosphorus, c'est la même chose. D'accord ? Donc ça, c'est la distinction sur laquelle s'appuie l'énigme de Frege. Il y a des énoncés d'identité qui ne nous disent rien ou presque, des énoncés analytiques, creux, triviaux, et puis il y a des énoncés d'identité qui nous apprennent quelque chose. D'accord ? Michel est le père de Michel. Ok, super, merci. Jean est le père de Michel. Là, vous pouvez apprendre quelque chose. C'est Jean le père de Michel. D'accord ? C'est clair pour tout le monde cette distinction, Antoine ? Les énoncés dans l'informatique, c'est pas des tautologies, c'est ça ? Oui, tautologie, vérité analytique, c'est des choses qui sont vraies. Juste en vertu, on dit parfois de la forme logique de la phrase, qui ne vous apprennent rien au sujet du monde. Vous avez envie de dire qu'elles sont vraies, mais vous vous dites, ça ne nous apprend rien. Tandis que tout ce qui est à droite, vous pouvez imaginer des situations dans lesquelles vous vous dites, là j'ai appris quelque chose. D'accord ? La question de Frege, une fois qu'il a posé cette distinction entre les deux types d'énoncés d'identité, c'est comment on peut comprendre cette distinction. Comment se fait-il que certains énoncés d'identité nous apprennent quelque chose, alors que d'autres pas ? D'accord ? Et juste avec cette question, il va proposer un argument qui est considéré comme un des arguments les plus influents en philosophie du langage. Aujourd'hui encore, pour revenir à la question que vous posiez, Antoine, sur tout à l'heure sur les théories de la vérité, quelles sont les plus populaires aujourd'hui. Aujourd'hui encore, en philosophie du langage, vous avez une grande division entre ceux qui sont plutôt frégéens, qui acceptent cette notion de sens, et ceux qui sont plutôt russelliens, qui pensent qu'on peut se passer, faire l'économie de la notion de sens. Alors, l'énigme numéro 1, dit Frege, c'est comment est-ce qu'on peut rendre compte de la distinction entre les énoncés d'identité informatifs et les énoncés d'identité qui ne sont pas informatifs. Comment se fait-il que tous les énoncés d'identité, autrement dit, n'aient pas la même valeur cognitive ? Bien. Comment va procéder Frege ? Il va proposer deux solutions. Il va montrer que ces deux solutions ne marchent pas. Et puis ensuite, il va proposer la sienne et il va dire si vous n'êtes pas content, trouvez mieux. Parce qu'il faut répondre à cette question-là. Il faut comprendre pourquoi il y a une différence entre ces deux types d'énoncés. Donc la première solution qu'envisage Frege, c'est la théorie qu'on appelle objectuelle. Selon la théorie objectuelle, les énoncés d'identité portent sur les référents des noms qu'ils contiennent. Okay, donc quand vous avez un énoncé d'identité, vous êtes en train de parler du référent de chaque nom. Superman, c'est Lois Clark est identique à Superman. Vous êtes en train de parler du truc là derrière, où l'étoile du soir, c'est l'étoile du matin. Vous êtes en train de parler de la chose dans le monde. Donc c'est la théorie simple que je vous mentionnais tout à l'heure. Quelle est la signification des noms ? C'est leur référence. Et Frege dit, mais si la signification des noms, c'est leur référence, alors on n'arrive pas à comprendre la différence de valeur informative entre A est identique à A et A est identique à B. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous dites dans les deux cas, c'est que la chose qu'il y a là derrière dans le monde, elle est identique à elle-même. D'accord ? Que je dise Superman est identique à Superman ou que je dise Superman est identique à Clark Kent, dans les deux cas, je dis de cette chose dans le monde que cette chose elle est identique à elle-même. Donc vous ne pouvez pas rendre compte de la différence entre ces deux énoncés d'identité. Voici ce que dit Frege à ce sujet. Si l'on voulait voir dans l'identité une relation entre ce que dénotent respectivement les noms A et B, A est identique à B ne pourrait pas, semble-t-il, différer de A est identique à supposer que la proposition A est identique à B soit vraie. On aurait là l'expression d'une relation entre une chose et elle-même, relation que toute chose entretient avec elle-même. Okay, donc si vous dites que le sens d'un nom, c'est juste la référence de ce nom,
quand vous dites A est identique à B, vous dites ce à quoi réfère le nom est identique à lui-même. Et puis ça, ben, c'est vrai, mais d'une part, ce n'est pas un scoop, et d'autre part, ça ne nous permet pas de comprendre la différence entre les deux types d'énoncés, A égale A et A égale B. Antoine. Mais mettons que, certes, pour Clark Kent, Superman, si on dit A est égal à B, ça fait référence au même individu, Ouais. Clark Kent et Superman, mais les deux noms n'ont pas du tout la même portée, au sens où, si on parle de Superman, on fait quand même référence, certes, au même individu que Clark Kent, mais on parle plutôt de Superman, c'est ça qui... Donc ce que vous ne comprenez pas, je répète, c'est que vous vous dites les deux noms, Superman et Clark Kent, ils réfèrent bien au même individu, mais ils n'ont pas la même portée. Mais ce que vous dites là, c'est précisément ce que veut capturer Frege. On voit bien que les deux noms ne signifient pas la même chose, et ce que va dire Frege, ce que vous appelez portée, c'est ce que lui va appeler le sens. Il va dire c'est pour ça qu'on doit distinguer le sens de la référence. Si le sens des noms était seulement leur référence, on ne pourrait pas comprendre la différence entre la phrase Superman est identique à Superman, d'une part, et la phrase Superman est identique à Clark Kent, d'autre part. Parce que d'une certaine manière, A est égal à B, Ouais. Superman et Clark Kent, mais en même temps, pas vraiment, non, c'est ça que j'imagine. Alors, pas vraiment. Il est vraiment identique à B. Mais ce qui est important, c'est que dans le langage, ces deux phrases-là, A est identique à A est identique à B, il y en a une qui nous apprend quelque chose, l'autre qui ne nous apprend pas quelque chose. Si vous dites que le sens des noms A et B, c'est toujours la référence, étant donné que tous ces noms ont la même référence Clark Kent, vous êtes en train de dire que, l'objet dans le monde, quelle que soit la manière dont vous l'appeliez, la personne en question, vous êtes juste en train de dire que cette personne est identique à elle-même. Ok, donc on a un problème, une énigme. Comment expliquer la différence de valeur cognitive de ces deux énoncés, A est identique à A est identique à B? On a une première solution, et Frege dit, on n'a pas résolu l'énigme avec cette première solution. Alors, comment est-ce qu'on peut faire autrement pour rendre compte de cette différence de valeur cognitive entre les deux énoncés? Deuxième solution qu'envisage Frege, c'est de dire que l'identité, ça va être une relation entre les noms et leurs référents. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler la théorie linguistique. L'expression n'est pas de Frege, mais on dit que l'énoncé A est identique à B doit en réalité être lu comme portant sur des noms plutôt que sur les choses dans le monde. C'est un énoncé qui porte sur les noms. Il est juste en train de dire que le nom A et le nom B ont la même référence ou qui dénotent le même objet. C'est pas mal ça comme théorie, quand vous regardez, si vous la comprenez bien. Tout ce que vous dites, quand vous dites l'étoile du soir est identique à l'étoile du matin, ou quand vous dites Superman est identique à Clark Kent, vous dites on a deux noms, donc je suis en train de parler des noms, et ce qui nous surprend, ce qu'on apprend, c'est de dire mais ces deux noms, en fait, ils réfèrent à la même chose. Deux noms pour une même chose. C'était la solution initiale de Frege. Dans son grand livre avant ça, qui est un livre où il introduit toute la logique contemporaine, la Begriffsschrift, il fait cette hypothèse-là. Il dit c'est pour ça que les énoncés comme A égale B, ils sont informatifs. Parce qu'on sait que dorénavant, ce qu'on apprend, c'est que ces deux noms différents, en fait, réfèrent à la même chose. Okay. Donc vous voyez, ces énoncés, ça veut dire que vous les lisez comme en utilisant les noms entre guillemets. D'accord ? Vous dites, en fait, on a l'impression qu'il nous parle du monde, mais il nous parle des noms. Quand je vous dis Superman est identique à Clark Kent, je ne suis pas en train de vous parler du monde, je suis en train de vous dire, si je voulais être parfaitement explicite, le nom Superman réfère à la même proposition, à la même chose, même personne, que le nom Clark Kent. Ou l'expression nominale, l'étoile du matin, a la même référence que l'expression nominale, l'étoile du soir. Donc tous les énoncés d'identité, d'après cette théorie, ils sont traduits comme étant des énoncés qui parlent des noms et qui nous disent ces deux noms sont différents, mais ils portent sur la même chose. Okay. Avant de critiquer, j'arrive tout de suite, avant de critiquer cette théorie, enfin de voir la critique de Frege, il faut voir qu'elle est plausible au départ. D'accord ? On a cette différence de sens cognitif entre les deux énoncés A égale A, A égale B. Si ces énoncés parlent de leurs référents, on perd ça, mais si les énoncés parlent de leur nom, alors on gagne quelque chose. Votre prénom, pardon ? Noémie. On parle que des noms propres, ici. Et souvenez-vous que pour Frege, un nom propre, c'est compris de manière assez large, c'est n'importe quelle expression linguistique qui capture un et un seul individu. Donc ça peut être Noémie, mais ça peut être aussi ce que Russell va appeler une description définie, le dernier étudiant à avoir posé une question. C'est une même référence, c'est vous, mais tout ça, c'est des noms propres pour eux, parce qu'une expression linguistique, une seule personne. D'accord ? Bien, donc ça, c'est une théorie prometteuse sur le papier.
Frege ne va pas dire le contraire parce qu'il y a lui-même souscrit à un moment, donc il ne va pas non plus dire qu'elle est complètement imbécile. Donc, ça, ce sont les exemples de Frege. Vous avez une même planète qu'on appelle Vénus, qu'on appelle l'étoile du soir, qu'on appelle l'étoile du matin, qu'on appelle aussi l'étoile du berger, qu'on appelle Hespérus en latin, qu'on appelle Phosphorus. Et quand vous mettez des signes égaux entre toutes ces propositions, ces expressions linguistiques, vous apprenez que toutes ces expressions linguistiques ont le même référent. C'est élégant, on a l'impression de s'être complètement tiré d'affaire. Et pourtant, Frege ne va pas vouloir de cette solution-là non plus. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de cette solution-là? Pour deux raisons. C'est la deuxième qui est la plus importante, mais je mentionne la première. La première, j'y ai fait allusion en présentant ça, c'est que cette solution-là, elle a quelque chose de révisionnaire. Dans quel sens? Dans le sens où il faut réécrire les énoncés d'identité. À première vue, les énoncés d'identité, ils utilisent les noms, ils ne les mentionnent pas. Quand je dis l'étoile du soir est identique à l'étoile du matin, je ne suis pas en train de parler des noms. A priori, je suis en train de parler de quelque chose dans le monde. J'utilise les noms et je ne suis pas en train de les mentionner. Si vous acceptez cette solution, il faut réécrire tous les énoncés d'identité en mettant des guillemets, d'après la convention qu'on a acceptée. Donc c'est un petit coup pour cette théorie qui consiste à dire, en fait, on parle de manière un peu trop lâche quand on dit Superman est identique à Clark Kent. Eh bien, en réalité, où Émile Ajar est identique à Romain Gary, il faudrait mettre des guillemets. Mais le problème principal pour cette théorie, dit Frege, c'est celui qui vient maintenant. Le problème principal, dit Frege, c'est que cette solution, elle implique que les énoncés d'identité de la forme A égale B nous apprennent seulement quelque chose au sujet du langage. Ils nous disent que tel objet, A, est également appelé B. Or, va dire Frege, ces énoncés d'identité, ils nous apprennent plus que ça. Ils nous apprennent aussi quelque chose au sujet du monde. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Dans la mesure où les signes, ou la plupart des signes sont reliés de manière arbitraire à leur référence, si les énoncés d'identité ne nous apprenaient que quelque chose au sujet du langage, ce serait une information assez pauvre, dit Frege. Qu'est-ce que nous dirait ces énoncés d'identité? Il nous dirait simplement que le signe de la forme A est conventionnellement relié avec le même objet que le signe qui a la forme B. Le signe qui a la forme l'étoile du matin est conventionnellement relié au même objet que le signe qui a la forme l'étoile du soir, etc. etc. Ce n'est pas inutile de savoir ça, ce n'est pas complètement trivial, mais ce n'est pas non plus extrêmement central. Central dans quel sens? C'est là où Frege reparle introduit cet exemple célèbre, Hespérus Phosphorus, l'étoile du soir, l'étoile du matin. Lorsqu'on a découvert que l'étoile du soir, c'était la même que l'étoile du matin, qui était une vraie découverte, d'accord? La dernière étoile à disparaître le soir, c'est la même que la dernière étoile à disparaître... Pardon, la première étoile à apparaître le soir, c'est la même que la dernière étoile à disparaître le matin. Le soir, elle ne disparaît pas, il faut espérer. Lorsqu'on a découvert ça, on n'a pas juste découvert que le terme l'étoile du soir et que le terme l'étoile du matin avaient la même référence. On n'a pas juste fait une découverte linguistique sur la manière arbitraire dont les signes étaient reliés aux objets. On a fait une découverte astronomique. D'accord? On s'est dit, cette étoile-là, la première à apparaître le soir, c'est la même que la dernière à disparaître le matin. Quand vous avez appris ça, vous n'avez pas juste fait une découverte linguistique. Vous avez fait une découverte au sujet du monde. D'accord? C'est pour ça que cette deuxième théorie ne va pas, selon Frege. Elle ne résout qu'une petite partie du problème. Elle fait... Effectivement, on apprend quelque chose quand on apprend que deux termes ont la même référence, mais ce n'est pas tout ce qu'on apprend quand on apprend ça. Je vous relis ça parce que c'est un point important. Lorsqu'on a découvert que Hespérus est identique à Phosphorus, que la première étoile qui apparaît le soir est identique à la dernière étoile qui disparaît le matin, on n'a pas fait essentiellement une découverte au sujet du langage. On n'apprend pas seulement que l'étoile Vénus est dénotée à la fois par l'expression l'étoile du soir et par l'étoile du matin, on fait une découverte empirique astronomique au sujet du monde. Okay. Et de la même façon, quand on apprend que Superman est Clark Kent, on n'apprend pas seulement que les noms Clark Kent et Superman ont les mêmes référents, on apprend quelque chose au sujet du monde, à savoir que deux personnes que l'on pensait distinctes ne font en réalité qu'une. Okay. Donc vous voyez le dilemme devant lequel nous met Frege. Le dilemme, le problème
on doit rendre compte de la différence de valeur cognitive entre A égale A et A égale B. Si vous dites que tout ce dont on parle, c'est le référent de ces signes, alors on ne rend pas compte de la différence de valeur cognitive. Ça, c'est la première solution, parce que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'étoile dont on est en train de parler, elle est identique à elle-même. Donc les deux énoncés devraient avoir la même valeur cognitive. Il n'y en a pas un qui devrait être informatif et l'autre pas. Si vous dites à l'inverse qu'on parle des noms dans le langage, vous dites que la seule chose qu'on apprend, c'est qu'un signe est relié de manière arbitraire à son objet. Or, on apprend plus que ça. On apprend quelque chose au sujet du monde. D'accord ? Donc ça, on ne l'a pas expliqué avec cette théorie-là. Donc ça, c'est l'objection de Frege aux théories alternatives à celle qu'il va développer maintenant, les deux objections. Est-ce que ça va, ça ? Oui. Donc le problème reste entier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, vous vous en doutez, parce que j'ai vendu la mèche avant, peut-être j'aurais dû ménager le suspense, il faut introduire une distinction entre le sens d'un mot, d'un nom, et sa référence. Je passe cette citation que je vous laisserai dans le PowerPoint. Donc l'énigme numéro 1, en somme, soit A égale B, ça je vous répète, dit que le référent de A est identique à lui-même, et on n'explique pas la différence informative avec A est identique à A, soit A est identique à B signifie que la chose désignée par A est également désignée par B, mais la valeur informative des énoncés non triviaux est purement linguistique, or souvent elle est plus que ça. Alors quelle est la solution positive de Frege maintenant ? Eh bien la solution positive de Frege, ça va être de distinguer le sens et la référence d'un nom. D'un nom propre pour commencer, comme vous disiez Noémie, mais vous allez voir qu'après cette distinction-là, Frege va l'étendre à la phrase aussi. Donc c'est une distinction qui commence par traiter cette notion au sujet des noms propres, et puis il va étendre cette différence-là. Le problème, dit Frege, vient que dans toute notre discussion jusqu'ici, on a identifié à tort le sens d'un nom à sa référence. Il faut distinguer trois éléments, le nom, sa référence, ça on les avait, mais il faut introduire la notion de sens. Qu'est-ce que c'est que cette notion de sens, dit Frege ? Eh bien, le sens d'un nom, propre jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il appelle le mode de présentation de l'objet, la manière dont l'objet est présenté. Un nom réfère à son référent, mais exprime son sens. Je pensais l'avoir fait là, je fais une mini digression. Je vous jure qu'elle sera mini celle-là, mais je vous ai dit, Frege, c'est un des fondateurs de la philosophie analytique. Et vous savez que le grand courant parallèle à la philosophie analytique dès le début du XXe siècle, c'est ce qu'on a appelé la philosophie continentale, qui commence avec Brentano, Husserl, Heidegger et d'autres. Au même moment où Frege fait cette distinction, on verra ça dans le cours sur Husserl et Frege, au même moment où Frege fait cette distinction entre le sens et la référence d'un nom, Husserl va faire une distinction très similaire, et il y a une vaste littérature sur à quel point ces distinctions sont les mêmes, entre Husserl, c'est un phénoménologue, donc il s'intéresse plus à la perception qu'au langage, enfin il s'intéresse aussi beaucoup au langage, c'est pas vrai ce que je viens de dire, mais un des points de départ c'est la perception, et on reverra Husserl quand on s'intéressera à l'indexicalité notamment. Et une des choses que fait Husserl, c'est de dire dans la perception, vous ne pouvez pas juste avoir une théorie de la perception où vous avez votre acte perceptif et l'objet que vous voyez. Il n'y a pas juste moi qui vois Gilles maintenant, je vois Gilles d'une certaine manière, ce que Husserl va appeler le contenu perceptif. Et il va décrire ça en disant le contenu perceptif, c'est le mode de présentation de l'objet, la façon dont je vois Gilles. Et vous voyez l'analogie entre la notion de contenu perceptif qui se développe dans la philosophie continentale et la notion de sens linguistique qui se développe dans la philosophie analytique. Il y a une similarité, une isomorphie pour le coup, qui est très forte ici. Les deux disent on a besoin de trois termes pour comprendre la référence Frege ou pour comprendre la perception, ça c'est Husserl. Je ferme cette petite digression parce que je vous ai promis qu'elle serait petite. On reviendra là-dessus quand on parlera de Husserl dans le cours Brentano, Husserl-Meinong pour ceux qui le suivront. Bien. Donc il nous faut trois choses. Il nous faut le nom, il nous faut la référence et il nous faut son sens. Grand défi pour nous maintenant, ça va être de comprendre ce que c'est que cette notion de sens. Il nous donne une première glose pour comprendre ça. Le sens, c'est le mode de présentation de l'objet. On va dire qu'un nom réfère à son référent et qu'il exprime son sens. Okay. Évidemment, le nom il doit être relié d'une certaine manière à son sens, et la relation Ausdrücken, c'est exprimer ici. Donc, le nom ne réfère pas à son sens, il réfère à son référent. Comment est-ce qu'on résout l'énigme ? Eh bien, voici
la solution de Frege. Lorsque vous apprenez que Hespérus est identique à Phosphorus, vous n'apprenez pas seulement que Hespérus est identique à elle-même, ça c'est la première théorie simple ou objectuelle, elle ne résout pas l'énigme. Vous n'apprenez pas seulement que les noms Hespérus et Phosphorus co-réfèrent, autrement dit réfèrent à la même chose. Ça c'est la deuxième théorie qui nous dit que la seule chose qu'on apprend c'est linguistique, mais ça ne suffit pas. Vous apprenez que l'étoile qui apparaît la première le soir, et ça c'est le sens du mot Hespérus, c'est la même que celle qui disparaît en dernier le matin, et ça c'est le sens du mot Phosphorus. Donc vous avez le nom Hespérus, dont le sens est l'étoile qui apparaît la première le soir. Vous avez le nom Phosphorus, dont le sens est étoile qui apparaît en dernier le matin, et vous apprenez que ces deux noms, qui sont des noms différents, mais qui ont aussi des sens différents, ont la même référence. D'accord ? Donc vous avez une différence de sens et pas simplement une différence de forme linguistique. C'est ça qui fait que vous apprenez quelque chose d'intéressant. Autrement dit, vous apprenez que les modes de présentation de ces sens de l'étoile du soir et l'étoile du matin présentent le même objet. De même, quand vous apprenez que Superman est identique à Clark Kent, vous apprenez que la personne qui est reporter au Daily Planet, on fait l'hypothèse que ça c'est le sens du nom Clark Kent, et que les personnes qui ont une force surhumaine et sauvent des innocents, on fait l'hypothèse que ça fait partie ou c'est le sens du mot Superman, ben vous apprenez que ces deux noms-là, qui ont des sens différents, réfèrent à la même chose. Okay. Et pourquoi est-ce que Superman est identique à Superman n'est pas informatif? Parce que savoir que la personne qui a une force surhumaine et sauve des innocents est identique à savoir que la personne qui a une sauve humaine Parce que savoir que la personne qui a une force surhumaine et sauve des innocents est identique à la personne qui a une force surhumaine et sauve des innocents, ben ça c'est trivial, ça ne nous apprend rien. Okay. Donc ça, c'est le cœur de la solution de Frege. Est-ce que vous voyez, avant qu'on la précise et ensuite qu'on voit d'éventuels problèmes pour elle, est-ce que vous voyez bien le problème et est-ce que vous voyez bien comment est-ce que Frege entend le résoudre? Oui? Non? Ça va? Bon, si vous avez compris ça, vous avez compris un chapitre très important de la philosophie du langage, comme je vous disais, dont on discute encore très largement aujourd'hui. Une partie substantielle des débats en philosophie du langage, c'est de savoir si on peut faire l'économie de cette notion de sens. Parce que d'un côté, on voit qu'on en a besoin, mais d'un autre côté, certains trouvent qu'elle nous échappe un petit peu. Et on va voir que quand Frege va essayer de nous dire qu'est-ce que c'est que le sens d'un nom, il va devoir faire des distinctions, des précisions qui peuvent accroître les doutes de certains sur la notion de sens d'un nom. Alors qu'est-ce que c'est que le sens d'un nom? Jusqu'à maintenant, on voit à quoi ça nous sert, le sens d'un nom. Ça nous aide à résoudre l'énigme de Frege. Mais on aimerait savoir un peu plus ce que c'est. Pour l'instant, c'est juste un outil pour résoudre des problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette notion de sens? Eh bien, je vous donne une longue citation de Frege pour illustrer cette notion de sens. Si on admet que le signe A se distingue du signe B en tant qu'objet seulement, ici par la seule forme, et non en tant que signe, en tant qu'il désigne quelque chose, alors la valeur de connaissance de A égale A serait essentiellement identique à celle de A égale B. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est la théorie simple, à supposer que la proposition A égale B soit vraie. On ne saurait les distinguer, ces deux propositions, que si la différence des signes correspond à une différence dans la manière dont l'objet désigné est donné. Ok, il va nous préciser maintenant ce qu'il entend par le sens d'un objet. Autre exemple célèbre que prend Frege, il a l'étoile du soir et il a l'étoile du matin, et il a aussi celui-ci. Soit A, B, C, les droites joignant les sommets d'un triangle au milieu des côtés opposés. Donc les noms A, B, C, ici, ils nomment pas les sommets du triangle, ils nomment chacune des droites. Okay. Le point d'intersection de la droite A et de la droite B est le même que le point d'intersection de la droite B et de la droite C. Okay. Évidemment, ils se coupent tous, donc la droite A, droite B, elle a ce point d'intersection, la droite B et la droite C, elle a ce point d'intersection. Donc on a un même point qu'on désigne de deux manières différentes, l'intersection de A et B et l'intersection de B et C. Nous avons diverses désignations pour le même point, et ces noms
entre guillemets, point d'intersection de A et B et point d'intersection de B et C, vous voyez que ce qui compte comme nom ici, c'est ce que Russell va appeler des descriptions définies, indique en même temps la manière dont ce point est donné. Par suite, la proposition contient une connaissance effective. Donc vous avez deux noms qui ont deux sens différents, ici. Okay, vous désignez la même chose, vous désignez le même point, mais vous le désignez de deux manières différentes. D'accord ? Donc là encore, vous avez un exemple mathématique, cette fois plus astronomique, pour dire même objet, un même point qui est désigné de deux façons différentes. Et c'est ça qu'on apprend. Si je vous dis que le point d'intersection de A et de B, c'est le même que celui de B et de C, bon, ben là, vous le voyez. Mais a priori, je pourrais vous décrire ça de manière abstraite, et puis on apprend quelque chose. Il est naturel d'associer à un signe, un nom, groupe de mots, caractère, outre ce qu'il désigne et qu'on pourrait appeler sa dénotation, sa référence, j'ai repris la traduction, mais c'est mieux de dire référence, ce que je voudrais appeler le sens du signe, où est contenu le mode de donation de l'objet, mode de dénotation de l'objet. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, la référence des expressions point d'intersection de A et B et point d'intersection de B et C serait bien la même, mais non leur sens. La référence d'étoile du soir et d'étoile du matin serait la même, mais leur sens serait différent. Un nom propre, mot, signe, combinaison de signes, expression, exprime son sens, mais il dénote, réfère à ou désigne sa dénotation ou son référent. Okay. Donc là, vous avez en quelques mots la précision de la distinction avec un autre exemple, celui du triangle, plutôt que celui de l'étoile du soir et l'étoile du matin. Frege s'intéresse beaucoup aux mathématiques. Un des buts de sa Begriffsschrift, son premier livre, c'est d'essayer de montrer qu'on peut réduire les mathématiques à la logique, projet logiciste qui a échoué par la suite, mais qui a permis des progrès importants en logique. Et le problème qu'on discute là, il existe aussi en mathématiques. Si je vous donne 51 égale 51, ça n'a pas beaucoup de valeur informative. Par contre, si je vous dis 51 est égal à 7 au carré plus 2, c'est plus intéressant. Qu'est-ce qui distingue le fait que le premier énoncé n'est pas informatif alors que le second l'est? C'est le sens de ces deux expressions. Cette expression-là et cette expression-là, elles ont le même référent. Ces deux noms ont le même référent, mais elles ont un sens différent. Okay, ça, c'est la proposition de Frege. Ok, donc on fait un peu des progrès à l'aide des exemples pour savoir ce que c'est que le sens. Mais il nous faut exclure un certain nombre d'erreurs au sujet du sens, ce qu'on va faire maintenant. Dans les 2 minutes qui restent, je vous présente la première erreur et on reprendra la prochaine fois avec la seconde erreur. Donc, qu'est-ce que c'est que le sens d'une expression? On va faire un peu la somme de tout ce qu'on sait jusqu'ici. Le sens d'un nom, ce n'est pas sa référence. Le sens d'un nom, ce n'est pas sa forme. Ce n'est pas le nombre de caractères ou est-ce qu'il est bien écrit ou mal écrit. Le sens d'un nom, c'est le mode de présentation de son référent, mais ça, c'est un petit peu flou comme manière de désigner les choses. Et puis, on connaît un certain nombre d'exemples que nous a donné Frege, l'intersection de A et de B et de C, ou l'étoile du soir et l'étoile du matin. Tout ceci pourrait suggérer, et ça c'est la première erreur qu'on reprendra la prochaine fois, que le sens d'un nom, c'est comme l'apparence d'un objet de différents points de vue. Donc si vous regardez tous Gilles maintenant, vous avez tous une apparence de Gilles, mais vous voyez que votre apparence de Gilles, ce n'est pas tout à fait la même que la mienne. On voit tous la même personne, ça c'est le référent de notre perception. Mais moi, contrairement à vous, j'ai la chance de voir le visage de Gilles. Tandis que vous, contrairement à moi, vous avez la chance de voir les cheveux à l'arrière de la tête de Gilles. Okay, c'est la même personne qu'on voit, mais on a différentes apparences du même objet. Ces apparences, elles sont parfois conçues comme des différences subjectives, la manière dont on voit les choses. Et Frege va dire, non, le sens, ça n'est surtout pas quelque chose de subjectif. Si vous êtes tenté de penser que le sens d'une expression, c'est quelque chose de subjectif, dans la tête des individus, vous n'avez rien compris à ma théorie. Il est crucial pour que ma théorie marche que le sens des expressions soit objectif, qu'on ait tous le même sens pour les expressions. La grande erreur que veut éviter Frege ici, et c'est la critique qu'il va faire à Husserl, parce qu'il va y avoir un échange entre Husserl et Frege sur cette question-là, Frege va dire à Husserl, mais ta notion de contenu perceptif, tu en fais quelque chose de subjectif. Non, il faut que ce soit objectif. Pourquoi? Parce que quand on parle, on se comprend. Si chacun avait un sens privé dans sa tête, le langage n'aurait plus cette fonction de communication. Donc ce que j'appelle le sens, ce n'est pas quelque chose qui est interne aux individus, c'est quelque chose d'objectif, qui est le même pour tous. Donc le sens du mot Gilles, pour nous tous, c'est, si on se comprend, c'est exactement le même. Donc ce n'est pas
à identifier le sens à des différences d'apparence selon l'endroit où on se trouve, ou vous associez Gilles à la personne qui a fait telle blague à cette soirée, ou je ne sais pas quoi. Toutes les connotations que vous pouvez associer à une personne qui vous aide à penser à cette personne. Okay, on a tous des souvenirs, on connecte des choses différentes aux personnes, aux salles, etc. Ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est objectif, il ne varie pas à travers les individus. C'est la première erreur à éviter, et on commencera par cette erreur. La prochaine fois, est-ce qu'il y a des questions? J'aurais dû m'arrêter avant pour demander ça, parce que vous avez peur de vous faire crucifier si vous en posez une maintenant, mais vous avez le droit. Essayez de bien reprendre les notes, je mets les diapos en ligne, de bien les relire avant, qu'on puisse avancer et que vous soyez sur des bases solides à chaque fois, d'une séance à l'autre. Et la prochaine fois que vous entrez dans la salle, vous venez vous asseoir devant, sinon je vous fais lever. Bonne semaine à vous tous. Oui, je mets tout en ligne. Attendez, j'arrête mon...